Oui, ça fait un mois qu'on ne s'est pas vu, c'est vrai. Et il reste 3 séances. Alors, aujourd'hui, on va finir ce qu'on n'avait pas fini la dernière fois et aborder un thème suivant sur un exemple de débat. Et je voudrais vous parler d'un débat qui fut important, qui concernait la création du parc national. Ça a été un débat qui a occupé toute l'année 1964. Depuis janvier 64 jusqu'au vote de principe qui était demandé et qui n'a eu lieu qu'en janvier 65. Bon, donc une année de débat houleux, sauf pendant la trêve estivale parce que tout le monde était occupé à autre chose, les vacances et puis le Tour de France avec cette année 64, c'est un Tour de France qui avait été très animé, puisque Poulidor a manqué gagner cette année-là, et puis il y avait un Tour de France en 64. Bon, mais dès septembre, les hostilités reprenaient sur le parc. Bon, donc ça nous occupera, je vais tâcher à la moitié, enfin un peu moins de la moitié. Ça, pour aborder le débat sur le parc, mais qui nous amènera aussi à la prochaine fois. Donc, j'étais resté sur les mutations du rôle du Conseil général entre 1973 et 2015. Je ne reviens pas sur l'idée que bon, c'était la fin du notable et qu'il y a eu des changements sociologiques au gré de l'évolution politique. On était resté là-dessus. Et puis, il y avait un point sur lequel on est resté, c'était un rôle nouveau. Alors, qu'est-ce qu'on entend par rôle nouveau? C'est que la fonction a évolué durant les années 80 sous l'effet des lois de fer de 82, bon, qui ne sont rentrées en application, les lois de déconcentration, qui sont entrées en application à partir de 1985. Et qui, surtout, a supprimé la tutelle du préfet sur le Conseil général, et beaucoup de compétences de l'État ont été transférées au Conseil général. Bon. Alors, c'était prêt pour la dernière fois. Les lois de décentralisation, oui, et ça constitue l'évolution fondamentale du Conseil général à la fin du XXe siècle. Le Conseil général, à partir de dispose de la maîtrise des décisions et des services départementaux chargés de les exécuter. Il n'y avait pas une grosse administration préfectorale jusqu'en 1985. Ce n'est qu'à partir de 82, les lois de 82, l'application des lois de 82, qu'il y a eu une administration préfectorale, départementale plus importante. Bon. Tout simplement parce qu'on a transféré un certain nombre de secteurs. Hein. Bon. Alors, le Conseil général va disposer désormais de la maîtrise de certaines décisions et il va disposer de la maîtrise des services départementaux pour les exécuter, quoi. Et on n'a plus ce qu'on avait dans les archives, c'était bien, quand vous regardez les archives du Conseil général tout au long du XIXe siècle et jusque dans les années 70, il y a tout un énorme bouquin ce sont des annexes des procès-verbaux du Conseil général, des séances, mais c'est en fait le bilan annuel que le préfet et l'administration faisaient de son action devant le Conseil général. Hein. Alors, tour à tour, les chefs de chaque service venaient raconter ce qu'ils avaient fait dans l'année, hein, au niveau du département. Alors, bon, ça devait être un peu rasoir à écouter, hein, à l'époque, mais pour un historien, c'est très intéressant parce que vous avez le bilan de toutes les administrations départementales de l'année. Hein. C'est ainsi, par exemple, que le directeur des archives départementales, il doit faire le compte-rendu des acquisitions, des tournées d'inspection des archives communales, etc., etc. Et donc, on a toute une série d'informations. L'inspecteur d'académie, il rend compte des résultats des élèves, etc., etc. Bon, des examens. Bon, on a donc toute une mine d'informations
d'information avant 82. Bon, aujourd'hui, c'est différent. Il prend des décisions. Par exemple, si on prend, je vais prendre un exemple que j'avais étudié, c'était l'affaire du PCL. Lorsque, à partir de la fin des années 30, le Conseil général a dû se prononcer sur les déficits qu'il y avait à la compagnie du Pierrefitte Cauterets-Luce, le chemin de fer qui était entre Pierrefitte et Cauterets. Luce, il n'y avait plus de train depuis 1934. Bon, ça a empoisonné de nombreuses séances de délibération entre 1937 et 1940. Au point que le jour de le 10 mai 1940, les Allemands percent à Sedan, c'était pas prévu ça, mais l'ordre du jour du Conseil général qui se réunissait devait traiter, n'est-ce pas, de la fermeture de la ligne entre Pierrefitte et Cauterets. Bon, et donc ce jour-là, ils ont appris très tardivement, en fin de journée, que les Allemands avaient percé le front. Bon, c'est cocasse, c'est comme ça. Mais pendant que nous, ici, on parle gentiment de tout ça, bon, il se passe plein d'événements très tragiques dans le monde. Bon. Donc, ensuite, au lendemain de la libération, ça, également, c'est revenu sur le tapis. Bon, et le Conseil général s'était opposé à la société concessionnaire. Mais, en fait, il s'est révélé impuissant parce qu'il n'avait pas la main. C'est lui qui devait prendre la décision, mais c'était l'État et les services des ponts et chaussées qui ont fini par imposer leur point de vue. Et c'est eux qui ont fait remonter ou pas fait remonter certaines informations au ministère des Transports ou des Travaux publics qui étaient associés au ministère des Transports à la fin de la guerre. Donc il n'y a pas eu de maîtrise des solutions sur le plan local. Par exemple, la municipalité de Cauterets, avec un personnage qui s'appelait Alfred Meillon, le frère d'Alphonse, avait mis au point une solution alternative. Eh bien, cette solution alternative n'a pas été étudiée parce que les ponts et chaussées n'ont jamais fait remonter la solution, la proposition de Cauterets à Paris. Et quand une délégation de la municipalité de Cauterets a rencontré Christian Pineau, qui était ministre des Transports à l'époque, et il n'était pas au courant. Et au ministère, ils n'étaient pas au courant. Bon. Alors en fait, tout ça a été très polémique en plus à l'époque, parce que la décision de fermer la ligne, elle avait été prise par un décret pris en février 44, signé Pierre Laval. Et alors Alfred Meillon partait en guerre contre le décret Laval. Mais le préfet lui répondait « Oh, ne mettez pas de la politique dans cette affaire, c'est un problème économique, ça n'a rien à voir, ça n'a rien à voir. » Bon. Et donc il n'y avait aucune maîtrise de la situation. Par contre, quand on regarde ce qui s'est passé après la crue de 2013, enfin, du moins ce que j'en sais, il semble que le département a eu une réactivité très importante pour établir l'accès aux stations des villages sinistrés avant la saison estivale. Et tout ça, est-ce que ça aurait été possible si le président du Conseil général et le Conseil général n'avaient pas eu les coups des franches pour le faire? Il est allé un peu au-delà d'ailleurs, je pense. Bon. Mais s'il avait fallu réunir commission sur commission administrative, je pense que ça n'aurait pas été aussi rapide, n'est-ce pas? Bon, alors, ça va être aussi, c'est une rupture importante, ça. Parce qu'on n'est plus soumis à l'aval d'une administration, même s'il faut des subventions, etc. Mais sur un certain nombre de sujets, il y a une plus grande maîtrise de la situation sur le terrain. Et ça constitue une rupture entre générations de conseillers généraux, je pense, parce que certains n'étaient pas habitués à ça. Et ça contribue, ça, au changement de rôle du conseiller général. Et alors, ça a servi, alors est-ce que ça a servi de prétexte? Peut-être. Vous savez qu'en 1992, le président du Conseil général sortant n'a pas été réélu conseiller général.
Et il a été battu. C'était Hubert Peillou, qui était président du Conseil général depuis 1967. Bon. On sait que c'est des histoires de règlement de compte, mais bon. Lors de l'élection de son successeur, qui était du même parti, du même bord politique, son successeur, François Fortassin, en avril 1992, il dit, à propos du président sortant, son prédécesseur, Peillou, sans doute a-t-il été, c'est le discours qu'il fait, moi je ne fais que donner un extrait du discours, sans doute a-t-il été victime de la technostructure. Cet homme, empreint de bonhomie, n'a pas fait suffisamment de politique au sens noble du terme. Et il explique, la décentralisation n'a pas été faite pour que le pouvoir de l'élu soit capté par d'autres. Les fonctionnaires doivent être des opérateurs et non les décideurs. Voilà, bon, bref. Pour lui, son prédécesseur, eh bien, il s'était un peu trop soumis à des fonctionnaires ou à une technostructure. Bon, alors qu'il aurait dû s'en détacher. Bon, ça c'est une affirmation, il faudrait l'étudier, etc. Je n'en sais rien, mais ça montre qu'il y a quand même peut-être effectivement une rupture de mentalité. Bon, alors ça c'était un premier point que je voulais évoquer dans le cadre du rôle nouveau, quoi. Également, j'essaye d'élaguer pour passer au thème sur le parc national. Il y a un élément aussi, c'est que le champ d'intervention dans le rôle nouveau, c'est pas lié à la transition, c'est pas lié à la décentralisation, mais progressivement, à partir des années, fin des années 70 et des années 80, le champ d'intervention d'un conseil général ne s'est jamais limité au contour de son canton. Ce sont des élus qu'on retrouve, à la tête desquels on retrouve des élus qui en sont présidents. Je vous donne quelques exemples, mais certains sont antérieurs à la décentralisation. Par exemple, le CAUE, le comité d'architecture et d'urbanisme, et d'environnement, c'est ça CAUE. Bon, quand ça a été créé, c'était avant les lois de décentralisation. Bon, c'est un conseil général qui en avait pris le premier la tête. C'était Jean Colaparos à l'époque, et après il y en a eu d'autres. Quand avait été créé le comité départemental de développement économique, le CDDE, ça sortait du cadre du canton, c'est Claude Miqueux qui en avait pris la tête. Bon. Et après, on avait eu aussi Haute-Pyrénées Tourisme Environnement. C'est Jean Mounique qui a été le premier. On a eu le SDIS. Alors ça, c'est un effet de la décentralisation, le service départemental d'incendie et de secours. Ça dépend du conseil du département, et donc on se retrouve avec un conseil général à la tête. Bon, le premier à avoir été à la tête, c'était Antoine Abadi. Donc, bon, bref. Il y a eu aussi l'Office départemental des sports, où il y avait eu longtemps Jean-Pierre Dubarry. Bref, ils ont donc toute une série d'organismes, qui sont présidés par d'organismes départementaux, qui sont présidés par un conseiller général. Ce qui fait que ça déborde le cadre du conseil général et du seul conseil général. Ça concerne la population, mais je ne sais pas si la population est bien au courant de tout ça. Bon, après on a des organismes qui sont présidés aussi par des conseillers généraux. Je pense au syndicat mixte de valorisation du Pic du Midi de Bigorre depuis 2000, ce qui devait fermer, et grâce à l'action conjuguée du conseil régional et du conseil général, ça n'a pas fermé, mais il y a un syndicat mixte de valorisation qui a été présidé pour la première fois par José Marthe et ensuite par François Fortassin. Donc, le conseiller général, il sort de son propre canton et il s'occupe d'affaires départementales. Depuis le début des années 2000, ce qui n'était pas le cas au départ, la présidence du parc est exercée maintenant par un élu. C'était pas le cas au départ. Alors, on a eu par exemple pendant longtemps, de 2002 à 2009, Georges Azavant, qui était conseiller général, qui a présidé le parc national des Pyrénées-Occidentales. Donc, tout ça pour vous dire que leur champ d'intervention dépasse le cadre du canton.
Mais quand l'électeur y vote, il ne le sait pas trop, ça, ou du moins il n'imagine pas. Alors, on a aussi, dans ce rôle nouveau, quelque chose dont Erassaré se plaignait aussi, c'est l'évolution des territoires. Quel sens a un conseiller général urbain aujourd'hui, aux yeux de l'opinion? Quel rôle il a dans le milieu rural, dans les cantons ruraux? Je parle des anciens cantons, et surtout, on était conscient de ce qu'était un conseiller général. Mais dans le milieu urbain, à Tarbes, il y avait 5 conseillers généraux. Bon, est-ce que tout le monde connaissait bien son conseiller général et le rôle qu'il pouvait avoir? Dans un petit livre interview concernant Raymond Erassaré, c'est au Cairn, chez Cairn Édition de Pau, Soulet avait lancé aussi à l'époque une collection où il interviewait des hommes politiques locaux. Et cette collection, bon, il n'y a eu que 3 interrogés. Erassaré a été le premier, et puis il y a eu Glavany et enfin Trémège. Et alors, dans ce petit bouquin qui lui est consacré, et Raymond Erassaré est interrogé et répond en disant qu'il a été maire de Tarbes entre 83 et 2001. Il a été aussi conseiller général de 79 à 85, où il a été battu, puis de 88 à 2001. Et il dit « J'ai toujours été perçu comme le maire ». Et les gens font la confusion, je le cite, les gens font la confusion entre les deux rôles. Pourtant, le conseiller général urbain a des dossiers à défendre. Vous savez, lorsqu'à titre de conseiller général de Tarbes 3, j'obtiens des subventions, mes électeurs ne s'en sont pas aperçus. Parce que pour eux, ce sont des dossiers municipaux. En revanche, lorsque le conseiller général de Beaubourguet ou de Rabastens obtient un crédit pour une salle polyvalente, il me semble que ça se voit. Voilà. Et ça, c'est vrai. C'est vrai. À un moment donné, quand il était question de la création du conseiller territorial sous Sarkozy, puis projet qui a été abandonné, il était question de différencier la situation entre les zones urbaines et les zones rurales. Et il y a eu une expérimentation, j'y pense tout d'un coup, mais je ne sais pas ce qu'elle est devenue, cette expérimentation. Mais dans le Rhône, ils avaient bien dissocié 2 instances. La communauté d'agglomération de Lyon, avec suppression du conseil général. Le conseil général n'avait plus aucune compétence dans la communauté d'agglomération, et à côté subsistait un conseil général qui avait compétence sur le reste du département. Alors c'était une expérimentation qui s'était faite entre Gérard Collomb, qui était maire PS de Lyon à l'époque, et puis Michel, je crois bien que c'est Michel Mercier, qui était un MoDem et qui était sénateur du Rhône. Bon, je ne sais pas ce qui est devenu cette expérimentation, si ça dure toujours ou pas. Mais en fait, c'est un problème. Et en général, c'est ce qu'on nous ressort chaque fois qu'on dit on va faire disparaître le Conseil général, hein, puisqu'il y a une grande agglomération. Bon. C'est une problématique. Moi, je fais que soulever un problème. Je n'ai pas d'opinion tranchée sur cette question et je n'ai pas à en avoir. Bon, mais voilà, c'est pour ça. Alors, par contre, dans les cantons montagnards et ruraux, on a eu l'impression, depuis la décentralisation en particulier, que le conseiller général joue un rôle de plus en plus visible et de plus en plus important dans les cantons. Alors on avait eu quelques exemples dans le passé. Dans la vallée de Luce, par exemple, dans le canton de Luce, personne ne pouvait ignorer Urbain Cazot, hein, qui s'est occupé de beaucoup de choses dans le canton de Luce, mais les Toys le savaient. Bon, il était visible. Mais dans beaucoup de cantons, les conseillers généraux ont accompagné
toutes les reconversions économiques qui ont été nécessaires dans les zones de montagne qui sont touchées par le déclin de l'agropastoralisme. Ils ont aussi joué un rôle fédérateur, j'ai pas dit moteur, mais fédérateur, pour favoriser l'intercommunalité et porter des projets cantonaux. On a vu apparaître beaucoup de SIVOM, syndicats à vocation multiple. Mais je m'étais amusé pas dans l'article que j'avais fait paraître à l'époque, mais pour aujourd'hui, j'ai regardé. Ces SIVOM se sont multipliés dans les 30 dernières années du XXe siècle et aujourd'hui ils ont disparu parce qu'il y a eu de plus en plus... Enfin, il en subsiste, mais il y a les communautés de communes qui ont pris le relais et tous les conseillers généraux ruraux se sont pleinement investis en ce sens. Alors par exemple, si je prends... on retrouve parmi les présidents fondateurs de SIVOM Jean Mounic, fondateur du SIVOM de la Vallée d'Or, André Cambours, fondateur du SIVOM de la Neste. On a eu un SIVOM cantonal à Argelès présidé par Robert Coll. Massour a été président du SIVOM de Luce. Jean-Claude Duzer du SIVOM de Trie. Je peux énumérer André Fourcade à Tournaille. Bon, on en a toute une série comme ça d'exemples. Et en fait, ils ont parfois, les SIVOM sont composés de communes. Et à l'intérieur, il y a des conflits, etc. Le conseiller général était aussi une sorte de moteur, mais d'arbitre. Bon, ça a commencé sur certains sujets. Moi, je pense dans les cantons d'Argelès et d'Aucun, en 70-71, il y avait le problème des ordures ménagères. Ils avaient créé un SIVOM qui s'appelait le CIRTOM. Mais c'était pas à vocation multiple, c'était pour les ordures ménagères. Le homme, voilà ce que ça voulait dire. Bon, c'était les deux conseillers généraux, le docteur Pérus pour Argelès et le docteur Le Breton pour Aucun, qui ont servi de moteur. Le canton de Luce n'avait pas voulu s'y associer. Bon, je me souviens de propos qu'on m'avait rapportés de Cazot qui disait « Nous, on s'en fiche, à Barège, on met les ordures dans le bastan et puis ça descend. » Mais il faut voir que jusque dans la fin des années 60, les ordures étaient versées dans les gaves. Ça, bon, c'était ça. Bon. Et oui. Bon, aujourd'hui, ça paraît aberrant. Mais à l'époque, c'était comme ça, la décharge. Bon, à Soulom, moi j'habitais Soulom, il y avait deux gaves. À côté, gave de Cauterets, et puis côté, gave de Luce. Alors parfois c'était dans le gave de Luce, parfois c'était dans le gave de Cauterets. Bon. Donc c'était un problème quand même, pour une raison touristique, etc. Bon, il y avait eu des conflits, parce qu'à l'époque, par exemple, la commune d'Argelès n'avait pas voulu adhérer au CIRTOM à la création du CIRTOM. Parce qu'elle allait mettre ses ordures ailleurs, c'était prévu, pas au Gave, mais ailleurs. Seulement, il y avait des conflits politiques entre le conseiller général et le maire. Bon, et c'est pour ça que le siège avait été à Pierrefitte. Mais au départ, ça avait été tendu, cette histoire de création du CIRTOM. Et c'est les conseillers généraux qui ont convaincu les uns et les autres de faire un effort. Bon, c'était pas évident. Bon, donc des syndicats intercommunaux, il y en avait toujours eu sur des projets précis aussi. Et ça commence dès les années 60, fin des années 60, années 70. Bon, tout ce système s'est amplifié. Bon, à la fin du XXe siècle. Et à la suite des SIVOM, quand on a vu apparaître les communautés de communes, eh bien on a eu beaucoup de conseillers généraux qui sont devenus aussi présidents de communautés de communes. Alors, je ne vais pas vous les énumérer parce que il y en a beaucoup, mais il faut savoir donc qu'il a un rôle qui change. À la fois au niveau du département où ils s'investissent dans plein de domaines nouveaux, mais aussi à l'intérieur de leur canton où ils apparaissent comme des gens qui sont, qui sont un peu des coordonnateurs de l'action, des moteurs, et ils jouent un rôle tout à fait différent. Voilà. Je ne sais pas si j'ai été clair là-dessus, et ça continue aujourd'hui. Et d'ailleurs, c'est pour ça que il y a un effet qui s'est produit quand on regarde les résultats de différentes élections, mais récemment aussi, notamment pour les dernières élections cantonales. Vous voyez arriver au Conseil général des gens qui se sont fait connaître dans leur canton justement par leur action intercommunale.
Hein. Ils ont été efficaces pour mener tel ou tel projet. Bon, et donc, ensuite, ils ont envie, effectivement, d'aller au Conseil général, et pourquoi pas. Bon, et on en a beaucoup, comme ça, si vous regardez la structure actuelle du Conseil général. Bon, alors, je crois que j'ai assez... Je me suis fait comprendre, j'en sais rien, mais je... Alors, je voulais terminer parce qu'on parle toujours du Conseil général, des conseillers généraux, mais des conseillères générales, on n'en parlait pas. Bon, aujourd'hui, depuis la réforme de 2015, on a quelque chose qui a été, c'est un élément positif de la réforme de 2015, vous avez 50% de femmes et 50% d'hommes. Bon, mais jusque-là, c'était pas le cas. Il y avait eu déjà, quand même, un petit point de progrès quand avait été créé le principe du suppléant. Hein, voilà, parce qu'il n'y avait pas de suppléant jusqu'à une date assez récente du début du XXe siècle. Alors si le suppléant devait être de sexe opposé, bon, ça c'était une règle. Bon, donc ça peut-être pas fonctionné beaucoup si Madame Darrieutor a succédé à Roland Castel quand il est décédé, il me semble. Hein. Alors, entre 1800 et 2015, il y a eu 10 femmes qui ont siégé au Conseil général. Pas plus, voilà. Bon, je rappelle que les femmes ne votent que depuis 1944 en France. Hein. Bon, enfin, 44. Elles n'ont pas voté en 44. C'est un décret de 44, mais le premier vote a eu lieu en 45. Bon. Bien que, sous le Front populaire, il y ait eu 3 femmes, non pas ministres, mais secrétaires d'État. Bon. Alors, 10 femmes entre 1800 et 2015, en fait, bon, je prends toute la période, mais c'est à partir de 1968 qu'on a eu une femme au Conseil général, et qui était Madame Anne-Marie Medevielle, qui a été conseillère générale de la Barthe de Nest. De Saint-Laurent de Nest, oui, Saint-Laurent, entre 68 et 73. Voilà. Bien, merci. Elle a succédé à son mari, là aussi. Voilà, qui avait été élu en 67, qui est décédé au bout d'un an, et c'est elle qui a été candidate. C'est ça c'était un événement aussi. Bon, elle était, si je ne me trompe, elle devait être médecin à l'hôpital psychiatrique de Lannemezan, son mari aussi d'ailleurs. Hein. Aussi, oui. Oui. Alors, donc c'est la première femme qui a siégé au Conseil général. Après, en 73, elle ne s'est pas représentée. Aussi, originalité, les deux Medevielle ont été les 2 seuls conseillers généraux du Parti socialiste unifié, du PSU, hein, parce qu'ils étaient au PSU. Petit parti qui s'était créé à la fin des années 50 de la 4e République par scission de la SFIO, et où ont figuré des gens qui étaient en désaccord avec la SFIO de l'époque, mais il y a des noms après. À l'époque, en 68, c'est le secrétaire de la SFIO, c'était Michel Rocard, mais il y avait eu Pierre Bérégovoy notamment, bon, plein de gens qui ensuite ont réintégré le Parti socialiste et ont eu des carrières ministérielles sous Mitterrand. Après, de 73 à 78, pas de femme. En 78 et jusqu'en 85, on a eu une deuxième femme. Alors, elle aussi, elle a été élue après le décès de Raymond Pérès, qui était conseiller général de Tarbes, le conseiller général communiste de Tarbes, Raymond Pérès, et c'est Josette Soulier, qui était maire adjointe de Tarbes, qui est devenue conseillère générale en 78. Elle a fini le mandat et elle l'est restée jusqu'en 1985. Bon, c'est une dame qui est décédée aujourd'hui également. En 85, elle n'est pas candidate, puisque Erassaré revient aussi au Conseil général à ce moment-là, et de 85 à 95, on va avoir une seule femme qui va être la seule pendant 10 ans,
c'est Josette Durieux, hein, qui va être conseiller général pendant une dizaine d'années. Ah, qu'est-ce que c'est que ça? Oui, c'était pour montrer qu'il n'y avait que des messieurs. J'avais oublié que j'avais mis cette photo. Mais justement, ça tombe bien, puisqu'on parle de Josette Durieux. Si vous regardez les présidents du Conseil général, on a eu que des hommes. Alors, les photos qu'on a, on les a pas tous. Ça, c'est Armand Achille, non, c'est Achille Fould lui-même, hein, qui a été conseiller, le voilà jeune dans les années 1840, et puis plus âgé en 1860. Eugène de Goulard, en 1870. Également le docteur, comment il s'appelle? Je cherche son nom. C'était un médecin militaire en retraite qui a succédé à Casala, le docteur Casala. Et puis le premier républicain. Non, ça c'est aussi c'est Dominique Cazot qui a été l'aigle de Bénac, qui était un bonapartiste, mais qui a été conseiller général une année, qui était de Bénac, comme son surnom l'indique. Et oui, le premier républicain, c'est Germain Dupré. Dans les années 1880, Gustave Amadi, qui a été aussi conseiller général. Et puis, on entre au début du XXe siècle avec P. de Bidou, hein, qui a été le premier conseiller général radical. Alors, le successeur de P. de Bidou, ça a été, ici il est âgé, mais c'est à l'époque où il est devenu conseiller général. C'était Prosper Noguès, qui a été longtemps maire de Bagnères de Bigorre. Hein, Prosper Noguès, maire radical de Bagnères. Son successeur, on n'a pas la photo, et là vous avez Badby, qui a été Georges Badby, qui était avocat à Saint-Pé et qui est devenu président du Conseil général de 34 à 37. Hein, lorsque les modérés de droite ont eu la majorité. Et puis après, on a eu, depuis la fin de la guerre jusqu'à sa mort en 1967, le docteur Baradjin de Lannemezan, auquel a succédé Hubert Peillou, que vous voyez ici, et puis voilà Fortassin dont je parlais, Fortassin qui a été donc battu alors je ne sais plus en quelle année c'était, 2011, vers 2007-2008, par Josette Durieux, qui a été élue la première femme présidente du Conseil général, et en même temps la première socialiste élue présidente aussi, la première socialiste présidente. Elle a été élue pour la première fois en 85, et elle est restée seule au Conseil général jusqu'en 95, pendant 10 ans. Hein. Bon, et entre-temps, après, en 2001, elle est devenue sénatrice, etc. Alors, elle a été seule jusqu'en 95, mais elle a été conseillère générale bien au-delà, puisqu'elle a présidé le Conseil général jusqu'en 2011. Bon, lui a succédé Michel Pellieu, qui est toujours président du Conseil général, du Conseil départemental aujourd'hui. Voilà. Et alors, nous avons les femmes. Bien. J'ai mis Josette Durieux, qui est en bas, parce que c'est dans l'ordre alphabétique. Je n'ai pas voulu, moi, prendre le risque de critique, n'est-ce pas? En 95, il y a une deuxième femme qui est arrivée au Conseil général, c'est Maryse Berrier, qui était conseillère générale conseiller général de Viellore. Hein, qui avait été élu plus ou moins avec le soutien du Parti radical et puis qui a adhéré au Parti socialiste à ce moment-là. En 18, 3 ans après, il y a une nouvelle entrée au Conseil général venant de Tarbes, c'est Chantal Robin Rodrigo. Et puis en 2001, il y en a une quatrième avec Josette Bourdeux, qui sera maire de Lourdes pendant 6 ans. Ensuite, et une cinquième en 2004 avec Madame Bédouret, qui est ici présente d'ailleurs, élue à Pouillastruc. Donc vous n'étiez que 5 en 2004. Hein. Et puis, en 2008, il y a eu 2 nouvelles élues, Virginie Siani, le docteur Siani qui est de Tarbes, et puis Janine Dubier, qui était conseillère générale de Galan, mais qui est originaire du Lavedan.
notamment sa famille maternelle est originaire de Soulom. Voilà. Mais je la croise jamais, sauf à la Toussaint, quand tout le monde va au cimetière. Voilà, chaque année, c'est à peu près un constat. Bon, et en 2013, il y avait une huitième, qui est Madame Darietor, qui a succédé à Roland Castel quand Roland Castel est décédé. Bon, donc elles étaient 8 en 2015 au Conseil général et après le renouvellement, elles étaient devenues 17 puisque la moitié du Conseil général ce sont des femmes. Bon, alors j'ai tenu à quand même le rappeler parce que ça aussi c'est un progrès. Bon, aujourd'hui ils sont toujours conseillères générales, si je ne me trompe, Maryse Berrier, Madame Darietor et Madame Siani. Ce sont les deux derniers médecins d'ailleurs du Conseil général, Madame Siani et Madame Darietor. Hein. Fut une époque où il y avait 50% de médecins, aujourd'hui elles ne sont plus que 2. Voilà. Ça aussi, ça montre une évolution sociologique du Conseil général. Bon, je voulais terminer par cette note, hein, pour dire que le Conseil général finalement s'est féminisé. Bon, alors ça c'était aujourd'hui, prochain rendez-vous le 13 mars, c'est ce que j'avais prévu pour aujourd'hui. Tout ça c'était pour montrer que ça a évolué le Conseil général. Il y avait une formule, au début du 19e siècle il fallait être notable pour être élu, et aujourd'hui on devient un notable parce qu'on est élu. Hein, mais on est élu sur sa valeur et sur l'action qu'on peut avoir, etc. Donc, quelque part, moi je pense qu'il y a une démocratisation. Voilà. Hein. Je ne sais pas si tout le monde en est bien conscient, mais il y a une démocratisation du système. Alors après, on n'est pas à l'abri d'une future réforme. Bon, actuellement, je pense qu'il n'en est pas question parce qu'il y a d'autres problèmes à régler, mais de temps en temps, la petite musique revient. Hein. Est-ce qu'on supprime ou est-ce qu'on ne supprime pas ? Je n'en sais rien. Moi, je ne suis pas maître de l'avenir ni du débat. Le Conseil général, il y a eu des grands débats importants. Et alors là, je lance un appel parce que ça n'a jamais trop été étudié, ces débats. Hein. C'était même dans le cadre du renouvellement d'une mise à jour du dictionnaire, on avait discuté de la nécessité de faire autre chose et de penser à faire une analyse de grandes réalisations du Conseil général pour montrer ce qui avait pu être fait dans le département. Bon, sous la Troisième République, il y a eu en particulier tout ce qui touchait les chemins, les routes, le chemin de fer, également, parce que c'est eux qui ont impulsé pas mal de choses dans le domaine du chemin de fer. Et puis, ce qu'il y avait aussi en matière d'hôpitaux, d'hospices, etc. Il y a eu des réalisations intéressantes et des débats intéressants au Conseil général à ce sujet. Bon, après, on a, dans les années 60 et 70, pendant toutes les 30 glorieuses, il y a eu quand même des débats importants. Hein, je pense, alors certains ont des projets qui ont été enterrés au Conseil général, par exemple la route des lacs, qui était un grand projet, mais ça n'a pas été étudié. Je veux dire, de point de vue historique. On n'a pas étudié d'autres projets comme la route du col de Boucharault, la liaison avec l'Espagne, ça n'a pas été étudié. Ni même on n'a pas étudié non plus les débats et le travail, et de manière historique, hein, la réalisation du tunnel d'Aragnuet. Au lendemain de la guerre, il y a eu des grands débats autour d'EDF. Hein, et il y a même eu des procès contre EDF. Et tout ça, ça mériterait bien d'être étudié de manière historique. Hein, alors parmi ces grands débats, il y a le parc sur le parc national des Pyrénées-Occidentales en 64. Et moi j'avais fait un article là-dessus dans la revue d'Argelès, Lavedan et Peytoy. Et puis les amis du musée pyrénéen
qui sont aussi les amis du Parc national, m'avaient demandé de faire aussi un article à ce sujet. C'était en 2017, au moment du 50e anniversaire de la création du parc. Là, j'ai marqué 64, parce que le débat, il a eu lieu en 64, mais le décret de création, il a lieu en 67. Bon. Je vais vous expliquer pourquoi le débat a eu lieu en 64 et en quoi 64 était un enjeu. C'est un des grands débats du Conseil général parce que l'idée de créer le parc national des Pyrénées occidentales, après les deux premiers, c'est-à-dire celui de la Vanoise et puis celui de Porquerolles, ils ont proposé un grand parc national des Pyrénées. Les Ariégeois avaient fait savoir qu'ils n'en voulaient pas. Il devait y en avoir un des Pyrénées occidentales et des Pyrénées orientales. Les Ariégeois ont fait savoir qu'ils n'en voulaient pas. Et donc, il y a eu ce projet de créer un parc national. Mais c'est une idée qui est lancée. Et à la fin de l'année 63. En 64, le 9 janvier, il y a tout un processus, je vais revenir là-dessus, je fais une introduction, il y a tout un processus qui doit se mettre en place pour créer le parc. Il faut d'abord obtenir un accord de principe des collectivités territoriales. Et donc, le 9 janvier 1964, le préfet des Hautes-Pyrénées, Georges Magrath, à l'époque, annonce au Conseil général, explique et présente au Conseil général le processus à suivre pour créer le parc national. Alors il explique que toutes les collectivités devront s'exprimer, le Conseil général, les deux, enfin celle des Basses-Pyrénées, à l'époque, ça s'appelait les Basses-Pyrénées. Alors, on peut se faire plaisir pour employer le mot Basses-Pyrénées. Celui des Basses-Pyrénées et des Hautes-Pyrénées devront se prononcer, les deux conseils généraux en premier. Ensuite, il y aura les deux chambres d'agriculture, les deux chambres de commerce et d'industrie. Et puis, il y aura les communes concernées, évidemment. Mais ce qui est... Et ensuite, seulement, s'il y a un assentiment général, eh bien... le ministère, et c'est pas le ministère de l'Environnement parce qu'il n'existe pas, le ministère qui centralise ça, c'est le ministère de l'Agriculture, et à l'époque c'est Edgar Pisani, nous sommes au début des années 60, et c'est le ministère de l'Agriculture qui fera un projet. Une commission composée de représentants des deux conseils généraux pourront... faire des remarques, des modifications, des amendements, etc. Et après quoi, eh bien, on sortira un décret créant le parc. Donc, c'est tout un processus. Et il lance le processus en janvier 64, et il faut qu'à la fin de l'année 64, les deux conseillers généraux, et c'est eux qui doivent se prononcer en premier, donnent un accord de principe. Si les deux conseils généraux, ou un seul, s'opposent par principe, eh bien, le projet ne sera pas poursuivi. Le processus ne sera pas poursuivi et le parc national ne sera pas créé. Ce qui est une manière de mettre une pression assez forte sur les conseillers généraux de chaque département. Alors, il va y avoir une année de débat public avec des réunions officielles, réunions contradictoires, officielles, menées par le sous-préfet, des réunions organisées par deux syndicats, le CNJA et la FDSEA, parce que ça touche l'agriculture. On va voir apparaître un comité de défense, parce que ça touche géographiquement les trois anciens cantons, d'Aucun, Argelès, et pour le secteur de Cotteret, et puis Luce. Parce que la réserve du Néouviel existait auparavant, avant le parc. Donc c'est ces trois secteurs-là qui sont les plus impactés, comme on dirait aujourd'hui, les plus concernés. Et c'est là qu'il va y avoir un énorme débat, parce qu'il va y avoir un comité de défense contre le parc. Il faut savoir aussi qu'on a une presse locale à l'époque quotidienne plus importante qu'aujourd'hui. On a 4 quotidiens départementaux. On a la Nouvelle République, imprimée à Tarbes, mais on a aussi Éclair Pyrénées,
imprimé à Pau et qui est au cœur justement du débat. On a ensuite 2 journaux régionaux mais avec des éditions départementales, La Dépêche de Toulouse, mais aussi Sud-Ouest de Bordeaux qui, jusqu'en 68, va avoir une édition départementale. Donc, on va avoir des débats entre ces 4 journaux aussi. Chacun se positionnant différemment sur l'échiquier politique. Bon, la Nouvelle République et La Dépêche sont des journaux gauche, centre-gauche. Sud-Ouest, Éclair-Pyrénées, c'est droite au centre-droit. Bon, voilà. Donc, c'est intéressant de travailler sur ces journaux. Bon. Donc ça a été un débat important et avec une pression importante sur les conseils généraux de Haute-Pyrénées qui ne se prononceront que le 15 janvier 1965, plus de mois après le Conseil général des Pyrénées-Atlantiques. Curieusement, aujourd'hui c'est dans le Béarn que le parc passe le moins bien et qui a eu le plus d'opposition à la nouvelle charte, etc. Alors qu'à l'époque, ça s'est passé plus facilement dans le Béarn que dans le Lavedan, quoi, que dans notre département. Bon, alors, c'est très intéressant, et c'est pour ça que je m'étais intéressé à ça, parce que quand on avait fait le dictionnaire, justement, et qu'on avait lu toutes les libérations, j'avais été frappé de la tenue du débat au Conseil général. Le Breton qui fait le rapport, favorable à la création du parc, il fait un rapport de 15 pages imprimé. Hein, c'est donc un rapport qui est assez long, 1 heure de rapport. L'opposant principal, le docteur Pérus, lui fait une réponse qui fait 14 pages imprimées. Et tout ça, c'est argumenté. Donc, c'était particulièrement intéressant. Bon, Cazot, c'est 2 lignes, comme toujours, mais c'est sec et c'est synthétique. Bon, mais comme l'écrit Christian Crabeau, il avait un grand sens de la synthèse. Bon, et oui, parce que lui, on n'en parlera pas aujourd'hui parce que les positions des uns des autres, je les décortiquerai, mais lui, il est pris au piège de beaucoup de choses. Hein. À l'époque, Cazot, il est président de la Fédération française de ski, donc le parc veut limiter les stations de ski. Cazot, il préside la Chambre de commerce et d'industrie. Et il est aussi président des Amis du Musée pyrénéen, où se trouvent des gens qui veulent protéger l'environnement et la nature. Donc, il est pris, et puis il a chez lui, dans son canton, le président le fondateur d'un comité de défense que les Toys ont bien connu, qui est décédé maintenant, qui a été Fernand Artigalette, qui est un personnage qui a monté un comité de défense, et donc il a une opposition dans son propre canton. Bon, là-dessus, avec des personnages comme le colonel Druenne qui va dire qu'il faut défendre le droit de chasse que l'on a depuis les privilèges, les forts que le comte de Bigorre avait accordés aux Barégeois, etc. Bon, vous voyez, ça a pris des dimensions importantes. Bon, et alors il a toujours été Cazot, Michèvre, Michou. Mais il est arrivé à trouver une solution au bout du compte. Hein. Lui, il disait qu'il fallait défendre en priorité l'Homo pyrénaicus. Hein, voilà. Bon, et alors cela dit, vous aviez 2 autres personnages. Bon, c'est pour ça que moi j'avais été frappé. Le débat il s'est déroulé entre 3 conseillers généraux. Le conseiller général d'Aucun, le Breton, qui au départ est contre, et puis qui après va mener des négociations pour obtenir, pour faire évoluer le projet. Le docteur Pérus, qui lui aussi est pris parce qu'il a Cauterets derrière. Et à Cauterets, on veut le parc sans vouloir le parc. On veut le parc pour interdire tout aménagement EDF dans les Hautes-Vallées du Gave de Cauterets, la vallée de Marcado, la vallée du Lutour, etc. Donc là, oui, on est pour le parc, pas d'EDF. Mais pour construire une station super au Marcado de ski, là, on n'est pas tout à fait contre le parc.
Quoiqu'aujourd'hui, des vieux cottrésiens m'ont dit, heureusement que ça s'est pas fait, sinon on aurait une super station au Marcado, et puis nous, ici en bas, dans le village, il y aurait moins de monde. Bon, ça, c'est une vision, mais a posteriori, parce qu'à l'époque, ils étaient pas... Et donc, il est pris... c'est très difficile, sa position à lui. Et puis, j'ai parlé de Cazaux. Or, lors du débat, le Breton a voté pour, c'était le rapporteur, Cazaux s'est abstenu, et Pérus a voté contre. C'est le seul conseiller général des Pyrénées-Atlantiques et des Hautes-Pyrénées qui ait voté contre. Hein, bon. Ce qui embarrassait le journal Sud-Ouest, d'ailleurs, parce que dans le journal Sud-Ouest, quand ils rendent compte du débat, ils le font sur 2 jours. Sur une édition, on vous dit « Le Breton a brillamment défendu l'idée d'un parc ». C'est un partisan du parc, un journaliste partisan du parc qui rédige ça. Et le lendemain, le journal titre évoque les mérites du docteur Pérus dans son argumentation, etc. Quoi. Bon, parce que Sud-Ouest est coincé. Il y a à la fois des gens qui sont contre le parc et des gens qui sont pour. Alors, les débats traversent aussi les lectorats. Non pas les lectorats, mais le lectorat de chaque journal. Bon, c'est donc un débat qui a été tendu. Alors, c'est pour ça que je m'y étais intéressé. D'autant plus que les publications officielles, réalisées notamment à la demande du parc, pour le 50e anniversaire, bon, ils parlent très peu du débat initial et ils parlent surtout des réalisations du parc, ce qu'on peut comprendre. Bon. Mais sur les débuts du parc, il n'y a pas un seul historien local qui y ait participé, ni même d'historien. Ce sont des sociologues ou des naturalistes, en fait des spécialistes. Et aussitôt, ils règlent la question en prenant de très haut les opposants au parc. Hein, quelques arriérés qui veulent jamais progresser. Enfin bon, ils sont présentés de manière très condescendante, hein, avec des erreurs. Par exemple, on confond toujours Arens avec la Reims. Bon, ça c'est à vue de Paris, évidemment, on peut se tromper. Donc, si vous voulez, moi c'était quelque chose qui m'avait beaucoup énervé, ça, de dire, mais enfin, il traite les populations locales comme des idiots. Et en fait, comme l'a fait remarquer Longuet, qui était le seul à avoir fait un petit article dans la revue Pyrénées en 1994, il dit du parc, du débat sur le parc, c'est une des dernières manifestations d'indépendance des montagnards. Et il relie ça à toutes les traditions des gens qui se laissent pas faire, etc. Bon, on a pas mal d'exemples dans le passé. Et donc, c'est la dernière, pour lui, c'était en 94. C'était la dernière manifestation de ce type. Bon, il n'y avait pas encore eu la TCP, ni l'ours. Bon, on a vu que là, il pouvait y avoir aussi des réactions qui peuvent être vives. Hein, bon, alors on en pense ce qu'on en veut, mais ça montre qu'il y a toujours un fond local. Et alors, ça c'est intéressant. Donc, ce que je me propose j'avais fait, et puis que je propose de voir, c'est d'abord le contexte et les enjeux locaux, parce qu'il faut replacer ça dans le contexte du début des années 60. Hein. Le débat, il a été très large. Hein, débat public durant toute l'année 1964. Hein, ça a été tendu, sauf pendant la période estivale, parce que là tout le monde est occupé, la saison, les bergers sont dans les estives, etc. Puis en septembre, ça redémarre. Bon, il y aura une très grande réunion à la préfecture qui va durer 2 fois plus de temps que prévu et qui se terminera d'ailleurs de manière assez houleuse. Bon. Elle a dû durer très longtemps parce que Longuet, dans ses articles, c'était le premier à avoir fait ça toujours. C'est pour ça que c'est intéressant de les lire. Il y a toujours des petites brèves dans ses articles autour de l'article de fond. Alors il dit, à un moment donné, le cuisinier qui devait faire à manger à la préfecture pour le préfet et pour les représentants du ministère qui étaient venus, il est venu 2-3 fois. Alors Longuet s'est dit, qu'est-ce qu'il vient faire le cuisinier? Et le cuisinier dit, le rôti va être trop cuit, quoi. Parce que ça dure 2 heures de trop. Ça c'est amusant parce que ce sont des anecdotes qui disent que ils devaient penser que ça allait être expédié plus vite fait que ça. Bon. Mais il y a eu un débat houleux, notamment avec le maire d'Arcisens-Dessus de l'époque. Alors, un large débat public durant toute l'année 1964, et puis on a abouti à un compromis,
finale. Alors c'est ça, il faudra étudier le compromis et les enseignements de ce débat, parce qu'il y a des enseignements à en tirer d'un point de vue historique, pour le replacer dans une longue durée. Bon, alors, je pense qu'aujourd'hui, je vais pouvoir évoquer simplement le contexte et les enjeux locaux, et parce qu'il faut planter le décor quand même. Hein. Alors, le contexte et les enjeux locaux, c'est des choses que vous devez savoir peut-être, mais certainement même, si vous connaissez bien la région. Compte tenu de nos âges, c'est pas vous vexer de dire que c'est une époque que vous avez dû connaître. Alors, je vais simplement vous rappeler des choses que vous savez probablement, mais je crois qu'il faut se replacer dans le contexte. Il y a d'abord des espoirs, hein, il y a les espoirs, l'avenir. Au début des années 60, il suscite des inquiétudes dans certaines catégories sociales, les agriculteurs en particulier. Hein. On est en plein exode rural. Bon. Mais au début des années 60, on est aussi, au début, enfin pas au début, mais je l'ai marqué ici, c'est l'essor économique des 30 Glorieuses bat son plein. Bon, alors, les 30 Glorieuses, c'est un économiste qui avait baptisé la période qui part d'après la guerre jusqu'à la crise de 74, les 30 Glorieuses. Bon. Il est vrai que quand on regarde les statistiques, l'économie, il y a un développement économique dès les années 50, milieu des années 50. Mais la grande masse de la population n'accède ou ne bénéficie de ces 30 Glorieuses que fin des années 50, début des années 60. Hein, bon. On a une forte croissance économique pendant toute cette période-là, et pour les gens, ça va se traduire par l'accès à la société de consommation, n'est-ce pas, et à une amélioration des conditions de vie matérielles. Mais ça ne se fait pas tout de suite. Hein. Dans vos souvenirs, je ne sais pas, les 4 critères qu'on prend pour caractériser l'accès à la société de consommation, enfin, quand j'étais prof, c'était ça qu'on montrait aux élèves, qui s'en fichaient, eux, parce que bon, quand vous enseignez encore en 2000 et que vous dites à des élèves, oui, c'est l'accès, par exemple, à la machine à laver, au réfrigérateur, au téléviseur et à la voiture, ils n'imaginent pas ce que c'était que le monde avant la machine à laver, le réfrigérateur ou même la voiture accessible pour tout le monde. Et c'est vrai, ils n'imaginent pas ça, quoi. Et le téléviseur, vous regardez, comment vous avez vécu sans télévision? Bon, il y a des gens qui disent aujourd'hui comment vous avez fait pour vivre sans ordinateur, bon, ou sans Internet. Bon, ça c'est important, c'est un signe de progrès social. Mais tout le monde n'y a pas accédé tout de suite. Hein, à tout ça. Hein, bon, enfin bon, je sais pas, mais dans les villages en particulier, et dans nos coins reculés, hein, bon, dans les villages, la télé, pendant longtemps, elle était dans le bistrot du village, parce qu'il y avait encore des bistrots. C'est vrai, aujourd'hui il n'y a plus, mais elle était au bistrot du village. Hein, bon, moi je connaissais un petit café à Soulhomme où les gens allaient voir le match de rugby. C'était en noir et blanc, mais ils n'avaient pas la télé chez eux. Voilà. Bon, donc ils allaient les voir au café. Bon, c'était animé quand même aussi. Hein. Et l'arrivée de l'eau également. Et l'arrivée de l'eau. Alors, oui. Alors tout ça, oui. Mais tout ça, c'est effectivement, ça fait partie. Oui. La machine à laver ne pouvait marcher que par l'eau, etc. Mais je suis d'accord, il y a tout ça. Mais je veux dire, au niveau national, quand on décrit l'accès à la société de consommation, c'est qu'on estime qu'il y a l'eau déjà. Bon, mais c'est vrai, l'eau. Et puis la douche. Hein, à Pierrefitte, il y avait des douches publiques. Jusque dans les années 60, on allait aux douches publiques pour la plupart des gens. Et oui. Et d'ailleurs, à la douche publique, moi je me souviens, on y voyait le curé, parce qu'il n'avait pas la douche chez lui, qui venait en soutane. Bon. Et puis les gendarmes, ils n'avaient pas dans la caserne de gendarmerie, ils n'avaient pas aussi l'accès à ça. Et donc ils étaient aussi, ils faisaient la queue, comme tout le monde, à la douche publique. Bon, mais c'était, bon, tout ça, personne, ça faisait partie de la vie, quoi. Mais le changement, il s'est produit à ce moment-là, quoi. Il y a eu, bon. Et puis il y a eu aussi des gens qui ont accédé à
à des logements aussi, meilleures conditions de vie matérielle avec construction de pavillons et de logements. Hein. Bon, il y a eu des améliorations considérables. C'est dans les années 60 qu'on y accède. La voiture, je ne sais pas à quel moment chez vous vous avez pu avoir une voiture, mais en fait, les transports publics, il y avait du monde dans les bus. Hein. Il y avait du monde pour se déplacer et venir à Tarbes. Bon, bref, je veux dire que les Français accèdent à la société de consommation et donc on a un espoir dans l'avenir. Voilà ce que je voulais dire. Et alors, après, la situation est différente entre les classes moyennes urbaines et les classes rurales. Dans les classes moyennes urbaines, on va découvrir le tourisme de masse. Bon, 36, 2 semaines de congés payés, mais 56, ça a été créé la 3e semaine de congés payés. C'est en 68 qu'il y aura la 4e semaine de congés payés. Bon, l'idée de la semaine de 40 heures week-end, au début des années 60, il n'en est pas question. Hein. À l'usine à Pierrefitte, on travaille le samedi après-midi. Le jour chômé, c'est le dimanche. Bon. Et puis nous, à l'école aussi, on travaillait le samedi après-midi, ça, à l'école primaire, je me souviens. Hein. Bon. Mais la semaine de 40 heures commence à être expérimentée. Chez Renault, elle a été expérimentée au milieu des années 60. Et ce n'est qu'en 68 qu'on a créé le week-end. Hein, la semaine anglaise, comme on disait à l'époque. Bon, donc, si vous voulez, tout ça, il y a accès au tourisme. Et le tourisme estival se développe, mais il y a aussi l'apparition du tourisme hivernal avec une démocratisation des sports d'hiver. Bon. Donc, il faut voir ça, nous sommes au début des années 60, et ça paraît être... Alors, quel intérêt pour le... Ça paraît être un progrès, hein, mais quel intérêt pour le secteur ici? C'est que toute cette activité touristique, ça apparaît comme une véritable manne économique. Et on va voir se multiplier les projets de stations de ski, parallèlement à l'ouverture de routes pour accéder à ces stations, ou désenclaver certaines zones. Pendant longtemps, au début des années 60, on n'a que 3 stations de ski dans le département, qui sont Barèges, depuis très longtemps, La Mongie et Saint-Lary. Bon, et il y a une nouvelle génération de stations de ski qui vont être imaginées et pensées dans les années 60. Par exemple, dans le seul Lavedan, la zone qui va être concernée par le parc national essentiellement, on a 4 créations. À Côte-Rélis, la station de Côte-Rélis a ouvert en février 1964. Hein? Avant 1964, Côte-Rélis, on n'y allait pas. Il y avait eu un télésiège aménagé au début de l'année, fin de l'année 63, dans ces eaux-là, au niveau entre le Marcado et le lac de Gaume. Bon, et il y avait l'espoir de pouvoir faire un peu de ski dans ce secteur-là. Mais la station de Côte-Rélis ouvre en février 64. Il faut attendre 70-71 pour voir apparaître la station de Gavarnie des Espessières et la station du Haut-Acam. Bon, et Luz-Ardiden, ça n'ouvre qu'en 74. Mais le projet, il se fait déjà jour à la fin des années 60. Bon, donc voilà, création de stations de ski. Donc c'est nouveau, ça crée une activité nouvelle. Après, il y a des routes aussi. J'ai dit qu'il y avait des projets de routes, en particulier, vous savez, la haute vallée de Louzom, elle fait partie, Arbeos et Ferrières, ça fait partie du canton d'Aucun. Mais pour y aller, en voiture, il fallait passer par Arthès d'Asson. Hein. Il n'y avait pas de route. Bon, or, la route qui relie Arbeos au Soulor, elle ouvre en 64. À cette même époque, en 63-64, il y a des travaux pour aménager la route du Bergonce qui débouchera ensuite sur le col de Spandel. Donc, si vous voulez, il y a une période d'expansion et on y croit beaucoup. Alors, il y a d'autres grands projets. J'ai dit tout à l'heure la route des lacs. Hein. La route des lacs, c'était un grand projet qui devait relier la vallée d'Or et le haut de la vallée de Barèges, par la vallée d'Aiguecluse en particulier. Bon, et puis on imaginait aussi, c'était un projet, mais alors un vieux projet déjà du docteur Alfred Meillon, de relier Cauterets à Luce par le col de Rioux. Et puis il devait y avoir la route des cols. Hein, on aurait fait comme ça, hein, de la vallée d'Or, on serait venu sur Barèges, et puis de là on serait passé sur le côté. Bon, ce sont des grands projets. Bon, ils n'étaient pas idiots. Hein, bon, ils ne sont pas réalisés pour des raisons diverses, mais tout n'a pas été étudié. Donc, on est quand même
L'idée, c'était de construire de grands complexes skiables. Hein, c'était ça le projet de Cazaux enfin pas que de Cazaux, mais de lui notamment, sur la vallée d'Or. Faut pas oublier qu'en même temps, on a une ouverture sur l'Espagne. Nous sommes au début des années 60, hein, date à laquelle est ouverte le tunnel d'Aragnouet. Et que, du côté de Gavarnie, il y a un projet de route entre Gavarnie et Ordessa, par le col de Boucharo. Hein. Alors les Espagnols traînent les pieds du côté d'Ordessa. Pas tous. Par exemple, les maires de l'autre côté, le maire de Tor là, et le maire de Broto, écrivent un article favorable à la création de cette route dans l'essor de la Bigorre, qui est le journal de la Chambre de commerce et d'industrie des Hautes-Pyrénées. Et un ancien maire, âgé, excusez pour le mot vieux, de Gèdre, que j'ai rencontré il n'y a pas longtemps, m'expliquait qu'il se souvenait toujours du nom du maire de Tor là, de l'époque, un certain Pintado, qui avait un restaurant à Tor, là, Pintado, qui défendait ce projet. Hein. Bon. Mais il y avait le parc d'Ordessa qui n'était pas chaud, les autorités du parc. Bon. Ils avaient même fait intervenir l'évêque de Lourdes, Monseigneur Théas, pour faire pression sur le gouvernement espagnol. Et ça, c'est Raymond Ritter qui le racontait dans la revue Pyrénées, parce que cette route, elle était surnommée par certains la route mariale. Les Espagnols sont catholiques. Ils pourraient venir à Lourdes plus facilement, peut-être. Hein, voilà. Donc, l'évêque avait essayé de faire pression via le Vatican sur le clergé espagnol pour que le clergé espagnol fasse pression sur l'État pour financer, parce qu'il fallait financer du côté espagnol. Donc, et en même temps, je rappelle un dernier élément sur cette ouverture vers l'Espagne. Il y avait une volonté de rapprocher la Bigorre et l'Aragon. Et il y a un jumelage qui est créé en mai et août, en mai 64 d'une part, côté français, et août 64 côté espagnol, c'est le jumelage entre Tarbes et Huesca. Hein. Ça date aussi de cette époque-là, 64. Donc, il faut se replacer dans ce contexte du début des années 60, où on a la volonté, n'est-ce pas, de développer le tourisme, et donc développer les moyens d'accès, les moyens de communication, pour attirer les touristes. Hein. Donc là, on va aménager la montagne. Alors, les routes, ça ne plaît pas à tout le monde, j'en dirai 2 mois après. Bon, à la même époque, et je termine sur cette période d'autres grands projets, un dernier élément, c'est que la télé met les projecteurs sur notre pays. Hein. C'est l'époque... c'est théorique, c'est pour l'ensemble des parcs. Alors, en particulier, il y a des articles qui vont faire bondir localement. L'article 15, tous les membres du conseil d'administration sont nommés par le ministre de l'Agriculture. Choisi comment, on ne sait pas, mais c'est le ministre de l'Agriculture qui nomme les membres du conseil d'administration. Article 16, le directeur est nommé par le ministre de l'Agriculture, après avis du conseil d'administration. Mais comme les membres du conseil d'administration sont tous nommés par le ministre de l'Agriculture, bon, on peut penser que... Bon. Et c'est là que ça va faire bondir quand ils vont le découvrir, parce qu'ils ne le découvrent pas tout de suite, nos bigourdans. Article 20. Transfert des pouvoirs de police des maires au directeur sur le territoire du parc. C'est-à-dire que le territoire de la commune qui est intégré dans le parc, eh bien le maire n'a plus de pouvoir sur ce territoire-là. C'est le directeur du parc qui a le pouvoir. Et donc, les maires, et c'était dit en soi, sont subordonnés au directeur. Bon, et l'article 21 va même plus loin. Je n'ai pas le temps de vous le lire, mais si le directeur du parc décide de travaux sur le territoire du parc, eh bien, il va envoyer la facture au maire concerné, sans que le maire ait pu donner son avis. Ça, c'est dans le décret d'application. Alors, vous vous imaginez ça, quand ça va être découvert, ça va faire bondir. Bon.
Ensuite, le 6e chapitre, c'est l'indemnisation des expropriations. Et le 7e et dernier est très contesté encore plus par les gens, parce qu'il y a 11 articles qui égrènent une série d'interdictions. Au revoir. Série d'interdictions, dont les chiens de berger. Bon, alors, non, et accompagné d'amendes encourues. Alors, par exemple, aussi parmi les pouvoirs qu'avait le directeur, c'est que, les zones d'estive, c'est le directeur du parc qui déciderait des dates auxquelles on monte les moutons et on vient les chercher. C'est lui qui déciderait qui a le droit de monter les moutons. Alors, les gens des villages concernés localement, qui sont dans la zone périphérique, pourront. Mais on a des gens qui viennent d'ailleurs, et on le voit encore aujourd'hui, qui amènent des moutons et des brebis d'ailleurs. Ceux-là, il n'est pas sûr qu'ils puissent venir. Il faudra l'autorisation expresse du parc. Voilà. C'est pour ça qu'un gros éleveur d'Oléac de Batte va s'élever contre cette mesure. Parce que lui, il ne pourra plus amener ses brebis ou ses moutons au cirque de Toulouse comme il le faisait tous les ans. Voilà. En offrant à tout le monde qui y allait des caisses de Bechevel. Ça, c'est du détail. Mais c'est ce que m'a raconté un vieil agriculteur aussi. Bon. Et donc voilà, vous vous rendez compte. C'est donc, il y a de quoi sursauter, en fait. C'est une véritable expropriation des populations locales. Bon, alors, le Grand D, c'était un accueil local du projet mitigé, il est mitigé. Il y avait eu une demande ancienne de la part de Cotteret pour le parc, je passe vite. C'est vrai que Cotteret souhaitait créer un parc national, comme je vous l'ai dit, pour empêcher le captage des eaux, parce qu'il y avait eu divers projets mûris pendant la Seconde Guerre mondiale, sous l'occupation déjà. Et puis EDF avait repris ces projets. EDF, alors il y avait eu 2 projets, on captait les sources. Alors pour certains projets, on les amenait vers la centrale de Pragnères, pour d'autres, on les ramenait vers Estin ou à Reims. Et autrement dit, on faisait risquer. Alors on aurait pu toutes les cascades, du Tour, tout ça, on aurait pu ces cascades. Après, il y avait un danger pour les eaux thermale. Est-ce que, en travaillant tout ça à la dynamite, on risquait pas de mettre du désordre dans les sources thermales? Bon, bref, donc Cotteret avait peur, à juste titre. Mais Cotteret voulait un parc, alors pour empêcher EDF de construire, d'exploiter le gaz en amont, mais aussi parce qu'ils pensaient que ça allait amener du monde. Eux, ils avaient aussi une conception parc national, parc de loisirs. Et en juin 1960, la municipalité du Dr Thierry avait chargé un employé des eaux et forêts, Pierre Chimitz, qui était alors responsable du service de restauration des terrains en montagne, dans les Basses-Pyrénées. Il l'avait chargé de faire un rapport pour étudier la faisabilité d'un parc national à Cotteret. Et c'était un projet, mais à l'initiative municipale. Ce que Chimitz avait fait, le rapport était positif et il était bien accueilli. Bon, alors, à partir de là, le ministère de l'Agriculture a commandé un rapport officiel à un autre responsable des eaux et forêts, c'était Georges Yass, qui allait prendre sa retraite, qui était conservateur des eaux et forêts, et qui remet un rapport au début de l'année 62. Et il dit... aux espoirs excessifs nés de la promulgation de la loi du 22 juillet 60 a succédé une vive inquiétude dès la parution du décret du 31 octobre 1961. Bon, il y a de quoi, parce que la loi est vague, le décret il est très contraignant. Bon. Et il dit, il y a 2 choses que j'ai extrait de son rapport, parce que l'une m'intéresse. Nous aurons une difficulté majeure, 2 points. L'importance du pastoralisme et des commissions syndicales qui le structurent. Autrement dit, on va s'attaquer à tout un système d'organisation agro-pastorale, géré notamment par les commissions syndicales. Et ça va être difficile. Et ça va être effectivement l'élément qui va susciter la colère des paysans. Et il dit aussi... Est-il opportun d'informer actuellement les collectivités du projet? Bon, c'est son rapport. Alors, ce rapport,
je critiquais les gens qui ont travaillé à Paris, mais ceux qui ont fait l'histoire du parc, ils ont lu le rapport de Yass, parce qu'il est à Paris, il n'est pas ici malheureusement, mais ils l'ont eu aux archives nationales, et ils en ont publié des extraits. Bon, il y a quand même une réunion officielle qui est faite, première réunion d'information, à Tarbes, le 15 mars 1962, lors de l'Assemblée Générale d'une association, je ne sais pas si ça existe toujours, de la Société d'économie montagnarde des Hautes-Pyrénées. Bon, ça a existé pendant longtemps, c'était Gaston Manin qui en était le président, mais là il était malade, il est mort 2 ans après, il n'y était pas. Et il présente le décret, hein, en détail. Et alors là, tollé dans la salle. Et c'est là que le docteur Le Breton a eu une phrase, il s'écrit « c'est monstrueux ». Bon, et alors, c'est pour ça que le parc, même dans un des numéros d'Empreinte, leur revue, ils ont dit que Le Breton avait pris la tête des opposants au parc. C'est faux, parce qu'ils en sont restés à cette expression, c'est monstrueux. Mais le maire de Luce, qui était, j'ai oublié son prénom, mais qui était Lons, à l'époque, s'y est opposé aussi, ainsi que l'adjoint au maire de Cotteret, André Rius, s'était opposé. Et ils étaient présents. Bon, parce que, pour eux, il y avait disparition de la vie pastorale, de la vie touristique des Hautes-Vallées, quoi. Alors, plus tard, Le Breton a expliqué sa réaction. Il dit « Ces textes rédigés sans aucun souci d'ordre psychologique ne manquaient pas, à première vue, d'être inquiétants. » Alors, Chimitz, il assistait à cette réunion, il était devenu ingénieur principal des Eaux et Forêts, et il a tenté de calmer le jeu, Chimitz. Hein, et il a invité à attendre les textes des décrets pour la création de la Vanoise et pour Porquerolles. Et le 9 janvier, Magrat, il lance le processus en présence de Chimitz. Alors, comme je l'ai dit, il précise que l'avis de principe sera déterminant. Voilà. Alors, Pérusse et Le Breton vont intervenir dans ce débat pour demander au préfet d'organiser une large consultation publique. Hein, parce qu'ils ne veulent pas, eux, prendre la décision tout seuls. Donc, avant le vote, il faut une large consultation publique. Et cette consultation publique, elle va se dérouler. Parce que c'est le sous-préfet qui, avec Chimitz, va organiser toute une série de réunions, hein, à Aucun, à Luce, à Argelès. Mais les opposants se chargeront d'organiser eux aussi des réunions. Mais toutes ces réunions sont contradictoires. Hein, c'est-à-dire que ce n'est pas une réunion de partisans avec quelqu'un qui vient les chauffer à blanc. C'est une réunion de partisans, mais Chimitz, il assiste à toutes les réunions. Toutes les réunions du comité de défense, Chimitz y est. Chimitz va... Je ne sais pas s'il y en a eu d'une telle intensité, sauf si pour l'Ours ou la TCP. Ça a été houleux pour la TCP, parce qu'il y a des élus importants qui se sont fait secouer à Pierrefitte, je sais, d'après ce qu'on m'a raconté. Bon, voilà. Écoutez, la prochaine fois, on se consacrera à ça. Peut-être les 2 séances, parce qu'il y a pas mal d'enseignements à en tirer. Voilà. Bien, j'espère que je n'ai pas été trop long. Oh, merci, c'est pas la peine. Moi, je vais vous dire, quand j'avais fait ça, c'était un débat qui m'avait passionné, quoi, à étudier, voilà. Alors, bon. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez nous rejoindre à l'Université du Temps Libre de Tarbes et de Bigorre, à l'adresse utl-tb.info. Et n'oubliez pas, si ce n'est déjà fait, de vous abonner.
Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez nous rejoindre à l'Université du temps libre de Tarbes et de Bigorre à l'adresse utl-tb.info. Et n'oubliez pas, si ce n'est déjà fait, de vous abonner.